Le Japon et la Chine ont toujours eu des différends, mais une alliance temporaire est formée car les Chinois recherchent un garçon qui a réussi à s'enfuir dans ce pays. Le garçon en question a fui la dynastie Ming avec l'aide d'un moine nommé Shoen et se trouve actuellement au milieu d'un stratagème élaboré pour voler du poisson à un vieil homme, avec l'aide de son chien, Tobimaru. Avec leur petit coup réussi, Kotaro et Tobimaru retournent dans leur cachette. Mais en entrant, Tobimaru repère une silhouette inconnue et commence à grogner pour alerter Kotaro. Kotaro demande à l'homme qui il est et lui crie de partir, mais l'homme répond que Kotaro n'a aucun droit de le mettre dehors, puisqu'il ne possède pas ce temple abandonné. Kotaro réalise qu'il ne peut pas forcer l'homme à partir. Il ne veut cependant pas rester près de lui, alors il appelle Tobimaru et sort pour cuisiner le poisson qu'il a volé. Pendant qu'il cuisine, l'homme sort, attiré par l'odeur du poisson, mais Kotaro refuse de partager quoi que ce soit avec un vagabond comme lui. Il donne ensuite un poisson à Tobimaru, mais, à sa grande surprise, Tobimaru apporte le poisson à l'inconnu, car il sent que cet homme est une bonne personne. Pendant ce temps, chez le vieil homme, un groupe de soldats japonais arrive et lui demande s'il a vu un jeune garçon dans les environs. Le vieil homme se souvient d'un jeune garçon correspondant à leur description, qui était venu voler ses affaires, bien qu'il n'ait aucune idée d'où le garçon est allé ensuite. À ce moment-là, les soldats remarquent de la fumée au loin. Ils comprennent que Kotaro doit se cacher là-bas et se dirigent immédiatement vers le temple abandonné. Au temple, Tobimaru sent quelqu'un approcher et Kotaro comprend que c'est une mauvaise nouvelle. Il crie immédiatement à Tobimaru de le suivre pour qu'il puisse s'enfuir. Cependant, avant qu'il ne puisse franchir la porte, son chemin est bloqué et il est touché à travers le mur par une pierre. Un des soldats s'approche de l'homme et lui ordonne de se pousser, affirmant qu'ils sont en mission officielle pour le seigneur Akaiki. Mais Ronan refuse de les laisser passer, car peu importe qui ils servent, cela ne leur donne pas le droit de malmener un enfant. Le soldat, outré qu'un simple vagabond ose lui désobéir, dégaine son épée et tente de l'abattre. Cependant, Ronan esquive et frappe le soldat à la tête avec une marmite. L'autre soldat, voyant cela, décide d'attaquer le chien pour une raison inconnue. Mais son plan échoue lamentablement, car Tobimaru lui arrache la gorge. Les deux soldats japonais sont hors d'état de nuire, mais il reste un soldat chinois, beaucoup plus compétent que les autres. Celui-ci lance immédiatement 2 poignards en direction de Ronan. Cependant, avant qu'il ne puisse être touché, Tobimaru saute devant lui et bloque l'attaque. Voyant que son attaque surprise a échoué, le guerrier chinois sort un fouet et commence à le faire claquer dans l'air pour tenter de toucher Ronan. Mais dans la mêlée, Ronan renverse la situation. Il utilise le fouet de l'homme pour le tirer vers lui, avant de lui écraser le cou contre un mur, et cela sans même dégainer son épée. Ronan est soulagé d'avoir survécu à cette situation. Cependant, cet endroit est bien trop dangereux. Il décide donc de ne pas rester plus longtemps et commence à préparer ses affaires pour partir. Pendant ce temps, Kotaro va vérifier l'état de Tobimaru, mais ce dernier ne semble pas aller très bien. Ronan jette un coup d'œil rapide et comprend immédiatement que Tobimaru a dû être égratigné par les dagues empoisonnées. Ils ne peuvent rien faire pour lui ici, car seul un guérisseur pourrait neutraliser le poison. Il informe Kotaro qu'il peut en trouver un dans la ville voisine, mais Kotaro refuse d'y retourner, expliquant que les habitants le dénonceraient aux soldats. Dans ce cas, Ronan suggère qu'il se rende à la prochaine ville, où le médecin ne saurait pas qui il est. Mais un problème se pose. Kotaro ne sait pas monter à cheval et ne serait pas capable de se défendre en chemin. Il demande alors à Ronan de l'accompagner, mais Ronan, bien conscient qu'il ne veut pas se mêler des affaires de Kotaro, refuse. Kotaro tente de le culpabiliser, en soulignant que Tobimaru a été blessé en protégeant Ronan, mais ce dernier lui rappelle que c'est lui qui a tué les soldats. Et donc, en un sens, il les a sauvés. Ronan essaie ensuite de partir, mais Kotaro, désespéré, lui barre la route et lui propose de lui donner son bijou en échange de soins pour Tobimaru et d'une escorte jusqu'à un endroit sûr.
Ronan reconnaît que le bijou est authentique et apparemment d'une valeur de 10 pièces d'or. Finalement, il accepte d'escorter Kotaro. Ils prennent alors le cheval d'un des soldats morts et se dirigent vers la ville suivante. Ils trouvent un guérisseur pour soigner Tobimaru, et après un peu de traitement, celui-ci annonce que Tobimaru pourra survivre. Il sera peut-être un peu faible, mais il devrait se rétablir après avoir eu l'occasion de se reposer. Pendant ce temps, davantage de soldats arrivent au temple abandonné pour enquêter sur ce qui s'est passé. Le soldat chinois découvre que son camarade a été tué, ce qui le plonge dans une grande tristesse. Cependant, la situation empire pour lui, car les Japonais décident de rompre leur alliance et l'attaquent tous en même temps pour le prendre en otage. Dans la ville, Ronan décide de louer la remise d'un vieil homme afin que les trois aient un endroit où rester jusqu'au réveil de Tobimaru. Le lendemain matin, Ronan se réveille et demande des nouvelles de Tobimaru, mais Kotaro ne lui répond pas. Il décide alors de sortir un moment. Soudain, Kotaro crie et demande à Ronan où il va. Ronan lui explique qu'il va juste acheter une selle pour leur cheval. Il se rend en ville et achète la selle, mais par hasard, Lu Lang passe justement par là. Son compagnon exprime son inquiétude pour Jin Ai et Tusi, car ils n'ont eu aucune nouvelle d'eux depuis qu'ils sont partis capturer le garçon au temple abandonné. Mais Lu Lang est confiant, pensant qu'il devrait en pouvoir se débrouiller en cas de problème. Cela dit, il n'aurait jamais imaginé qu'il serait aussi difficile d'attraper un simple garçon dans ce pays. Et s'il ne le trouve pas dans les 4 prochains jours, il risque d'être coincé au Japon pour une année de plus. À ce moment-là, le groupe croise Ronan, qui marche, la tête baissée. Normalement, il l'aurait simplement ignoré, mais Luo Lang remarque que l'épée de Ronan est attachée, ce qui pique sa curiosité. Il décide de provoquer un combat sans raison et lui lance une dague. Ronan s'arrête de marcher et Luo Lang se précipite sur lui, dans l'espoir de le forcer à dégainer son épée. Mais Ronan se contente de bloquer les attaques, choisissant de rester sur la défensive sans riposter. Luo Lang trouve cela fascinant. Cet homme refuse toujours de dégainer son épée, même si sa vie est en danger. Il s'apprête à attaquer davantage pour voir combien de temps Ronan est prêt à garder son épée dans son fourreau. Mais avant de pouvoir continuer le combat, un rapport arrive, annonçant que 2 autres hommes ont été retrouvés morts. Luo Lang est donc contraint de partir enquêter pour l'instant. Ronan, soulagé d'avoir échappé à ce combat sans blessure, retourne auprès de Kotaro. Cependant, Kotaro semble contrarié pour une raison quelconque. Ronan a mis beaucoup de temps à revenir, ce qui pousse Kotaro à croire qu'il essayait de le trahir. Rien de ce que Ronan dit ne parvient à le convaincre du contraire. Soudain, Tobimaru se réveille. Ronan annonce alors qu'il sort préparer de la nourriture pour eux, et Kotaro commence à réaliser qu'il a peut-être agi de manière irrationnelle. Lorsque Ronan revient, Kotaro s'excuse pour son comportement précédent. Pendant ce temps, le seigneur et son bras droit, Itadori, se rendent dans le donjon du palais, où l'homme chinois est retenu captif. Il le torture depuis un moment pour obtenir des informations, mais il semble totalement insensible à la douleur. Cela risque donc de prendre du temps. En attendant, comme Tobimaru se sent mieux, Ronan décide qu'il est temps de reprendre la route. Ils se remettent donc en chemin pour continuer leur voyage. Après avoir voyagé un moment, ils s'arrêtent à une source chaude pour se baigner. Pendant que Ronan se lave, Kotaro lui pose quelques questions, car il souhaite mieux le connaître. Cependant, Ronan explique qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il servait autrefois un seigneur, mais ce dernier a perdu ses terres et son pouvoir, ce qui a fait de Ronan un samouraï errant. À l'époque où il participait aux guerres, les gens l'appelaient toutes sortes de noms, comme le démon aux cheveux rouges. Kotaro trouve cela étrange, car Ronan ne ressemble en rien à un démon rouge. Mais il remarque alors que la couleur noire se dissout dans l'eau, révélant une chevelure entièrement rouge. Kotaro est un peu choqué en voyant cela et demande à Ronan s'il est étranger. Ronan lui répond qu'il n'est pas sûr de ses origines, car il a été orphelin toute sa vie. Cependant, il a appris à teindre ses cheveux en noir, ce qui a rendu sa vie beaucoup plus facile, car les gens ont arrêté de le dévisager. Pendant ce temps, au palais,
Ils parviennent finalement à briser la résistance de l'homme chinois, car ils découvrent qu'il prenait une drogue qui engourdissait son corps à la douleur. Et sans cette drogue, l'homme est devenu complètement désorienté et a révélé tous les détails du plan de l'empereur chinois. Selon lui, une légende raconte que tous les 100 ans, un garçon est choisi pour être sacrifié. Si son sang est versé à un moment précis sur un autel spécial, il pourrait être utilisé pour créer la médecine Xian, censée conférer l'immortalité. Que cette légende soit vraie ou non est une autre question. Mais maintenant que les Japonais savent ce que les Chinois préparent, ils peuvent planifier en conséquence pour enfin se débarrasser d'eux. Ronan et Kotaro arrivent au temple Mangaku, marquant la fin de leur contrat. Kotaro remet le bijou à Ronan, mais il lui avoue quelque chose. Il bluffait lorsqu'il disait que le bijou valait 10 pièces d'or, car en réalité, il ne vaut qu'une seule. Ronan est surpris de s'être fait avoir tout ce temps, mais cela ne le dérange pas vraiment, car il a apprécié son voyage avec Kotaro. À cet instant, Shuen sort du temple. Kotaro, ravi de voir qu'il va bien, court pour l'enlacer. Comme Kotaro semble être en sécurité, Ronan décide de repartir. Shuen conduit Kotaro dans une pièce où il rencontre Maître Zekai. Cependant, Zekai n'a amené Kotaro ici que pour le vendre aux Chinois. Kotaro se rend compte qu'il a été trahi et tente de fuir, mais il est attrapé par un soldat chinois avant de pouvoir s'échapper. Il essaie de se libérer en mordant le doigt du soldat, mais ce dernier ne réagit presque pas et lui assène un coup au visage, perdant néanmoins le doigt dans l'incident. Kotaro perd connaissance après le coup qu'il a reçu. Les soldats chinois le saisissent et s'apprêtent à partir. Mais soudain, ils sont attaqués par un groupe de soldats japonais envoyés par le seigneur Akaike. L'un des soldats chinois s'arrête pour les affronter et franchement, les Japonais ne font pas le poids. Ils finissent par envoyer un messager pour demander l'aide d'Itadori. Le messager croise par hasard Ronan, qui remarque les taches de sang sur lui et comprend qu'un problème grave s'est produit. Sans perdre de temps, il retourne en toute hâte au temple. Pendant ce temps, les soldats chinois, après avoir vaincu les Japonais, commencent leur fuite. Mais Ronan arrive rapidement et se lance à leur poursuite, déterminé à ne pas laisser Kotaro se faire kidnapper. Cependant, malgré ses efforts, l'un des soldats chinois lui lance un poignard empoisonné. Ronan, blessé, tombe de son cheval et ne peut plus les suivre. Il veut sauver Kotaro, mais il n'a aucune idée de l'endroit où les Chinois l'emmènent. Il retourne donc au temple pour affronter ceux qui ont vendu Kotaro. Zekai voit Ronan approcher et tente de l'attaquer, mais Ronan le neutralise rapidement. Il se tourne ensuite vers Shuen et exige de savoir où les Chinois emmènent Kotaro et ce qu'ils prévoient de faire avec lui. Shuen révèle que Kotaro est conduit à l'hôtel récemment construit et qu'il sera tué à minuit pour que son sang soit récolté. Ronan n'arrive pas à croire que Shuen ait livré Kotaro aux Chinois, alors qu'il savait qu'ils allaient le tuer. Furieux, il déchire les vêtements de Shuen avec son épée et lui dit qu'un lâche traître comme lui ne mérite pas de se faire appeler moine. Ronan part alors sauver Kotaro avant qu'il ne soit trop tard, mais en même temps, les Chinois mettent leur plan en action et préparent l'autel pour le rituel. Peu de temps après le départ de Ronan, Itadori et ses hommes arrivent au temple. Itadori est furieux d'apprendre que Zekai a conclu un accord avec les Chinois. Pour aggraver les choses, il reçoit bientôt la nouvelle que les Chinois ont attaqué le palais et ont kidnappé leur seigneur. Ils le retiennent maintenant en otage dans leur forteresse. Un combat total est désormais inévitable et Itadori est le seul commandant restant. La fille du seigneur a déclaré que c'était sa responsabilité de les mener au combat. De l'autre côté, dans la forteresse, Kotaro est déjà lié à l'autel et dès que l'horloge sonne minuit, il sera tué pour leur rituel. Il n'a donc plus beaucoup de temps. Au palais du seigneur, la princesse et sa mère sont toutes deux inquiètes pour la sécurité de leur seigneur, mais elles sont convaincues qu'Itadori fera tout ce qui est en son pouvoir pour sauver le seigneur Akaike. Pendant ce temps, Itadori et ses soldats arrivent à la forteresse et découvrent que les Chinois utilisent le seigneur Akaike comme bouclier humain pour les retarder jusqu'à ce que le rituel soit terminé. S'ils attaquaient maintenant, ils risqueraient de tuer accidentellement le seigneur.
Pour résoudre ce problème, Itadori décide délibérément de le tuer lui-même. Les Chinois ne pourront plus utiliser le seigneur comme bouclier humain s'il est déjà mort. Actuellement, empêcher le rituel d'immortalité de se réaliser est bien plus important que la vie du seigneur. Le commandant chinois ne peut pas croire qu'Itadori sacrifierait son seigneur sans réfléchir une seconde de cette manière. Mais Lu Oleng respecte sincèrement la décision. Puisque les soldats japonais vont attaquer immédiatement, les soldats chinois vont devoir les tenir en échec jusqu'à minuit afin de pouvoir accomplir le rituel. Les soldats japonais lancent des flèches enflammées dans le bastion et commencent à enfoncer la porte pour la détruire. Une fois la porte tombée, ils chargent tous à l'intérieur, à l'exception de Jurato et Itadori. Jurato dit qu'il veut quelque chose en récompense de cette bataille, mais avant qu'il ait fini de parler, Itadori sait déjà ce qu'il veut. Il lui dit donc que s'il gagne, il pourra épouser la princesse. Jurato se précipite alors et élimine les snipers avec son arc, mais une seconde plus tard, un homme à la hache le rattrape et lui coupe la tête. Il semble donc qu'il ne pourra pas épouser la princesse après tout. Finalement, Ronan arrive sur le champ de bataille et dès qu'il repère Kotaro au sommet de l'autel, il commence à courir vers lui. Mais avant qu'il ne puisse y parvenir, une tour à proximité s'effondre et lui tombe dessus. Ronan est assommé un instant et tandis qu'il est inconscient, il a des flashbacks de son époque en tant que démon aux cheveux rouges. Il était féroce sur le champ de bataille et a presque remporté la victoire à lui seul pour son ancien seigneur. Mais après la bataille, bien qu'il n'ait pas voulu le faire, il a été forcé de décapiter les enfants du camp adverse. Depuis ce jour-là, Ronan a décidé qu'il ne dégainerait plus jamais son épée, car il n'arrivait pas à se résoudre à l'utiliser après ce qu'il avait fait. Mais maintenant, il a quelque chose qu'il souhaite réellement protéger, et il fera tout ce qu'il faut pour s'assurer que Kotaro soit en sécurité. Alors qu'il court vers l'autel, l'un des soldats chinois tente de l'arrêter. Alors Ronan dégaine son épée et tranche l'homme en deux, sans même s'arrêter un instant. Puis, juste au moment où Kotaro est sur le point d'être exécuté, Ronan lance son épée directement dans le cou du soldat. Au sol, Lu Oleng dit au commandant que le temps spécifié pour le rituel est écoulé, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus tuer Kotaro. Alors, le général ordonne aux soldats restants de monter et de le capturer afin de tenter de nouveau le rituel l'année suivante. Alors que Ronan et Kotaro tentent de s'échapper, les soldats les coincent et font tomber Ronan de l'escalier. À ce moment-là, il n'a que son fourreau, alors il lutte vraiment pour se défendre contre les soldats. Mais heureusement, Kotaro lui lance son épée, ce qui lui permet de poignarder le premier soldat dans la tête. Mais, dans le processus, il est aveuglé par le sang qui jaillit dans ses yeux. Le deuxième soldat remarque cela et profite de l'occasion pour le pousser du rebord, si bien qu'ils tombent tous les deux de plusieurs mètres. Cependant, lorsqu'ils atterrissent enfin, Ronan va plutôt bien, tandis que le soldat a son épée coincée dans le cou. Puisqu'il ne peut toujours pas voir, Ronan trébuche et tombe du côté d'un autre rebord. Alors Kotaro se précipite pour le rattraper et le tirer vers le haut. Cependant, cela l'expose complètement et le général sort une arme à feu et s'apprête à lui tirer dessus. Avant qu'il ne puisse le faire, Lu Oleng lui coupe le bras, car il pense qu'il serait dommage de vaincre Ronan de cette manière. De plus, il n'a jamais vraiment aimé servir l'empereur chinois de toute façon. Il n'a jamais rencontré de guerrier capable de l'égaler, mais Ronan semble être un adversaire qui pourrait lui offrir un bon combat. Lu Oleng confronte donc Ronan et attend patiemment qu'il se relève, car il souhaite avoir un duel équitable. Ronan prend son épée et accepte de combattre Lu Oleng. Les deux se lancent à l'attaque et commencent à parer les coups de l'autre. À la fin du combat, les deux côtés n'ont subi que de légères blessures. Lu Oleng commence à prendre plaisir à ce combat, alors il se lance à nouveau, et cette fois, il réussit à infliger une coupure à l'épaule de Ronan. Ronan est donc contraint de se mettre en défense et tente de créer de la distance en fuyant. Cependant,
Liu Olang ne lui laisse aucun répit et continue de repousser Ronan, si bien que ce dernier tombe du côté d'un autre rebord et atterrit avec une épée enfoncée dans son avant-bras. Liu Olang est toujours à sa poursuite, donc au dernier moment, Ronan retire l'épée de son bras et l'utilise pour contre-attaquer Liu Olang. Les deux attaquent simultanément, mais tandis que l'épée de Ronan perce la poitrine de Liu Olang, l'épée de Liu Olang a été déviée par le bijou que Kotaro lui a donné. Grâce à cela, Ronan sort victorieux de ce combat, et puisqu'il n'y a plus personne pour les poursuivre, Kotaro prend Tobimaru et le Ronan blessé, et s'enfuit. Alors qu'il s'éloigne, Kotaro suggère qu'une fois que Ronan sera rétabli, il pourrait quitter le pays et partir à l'aventure. Ils devront peut-être devenir mercenaires ou bandits pour gagner de l'argent, mais tant qu'ils seront tous les trois ensemble, il est sûr qu'ils s'en sortiront.